Les applaudissements résonnaient sans fin dans la plus grande salle de bal d'un grand hôtel parisien. Sous la lumière des somptueux lustres en cristal, tout scintillait comme dans un rêve. Je me tenais aux côtés de mon mari, Étienne Dubois, cofondateur de la société de logiciels Novatech, et j'accueillais avec un sourire les flots de félicitations. C'était le jour du 5e anniversaire de la fondation de notre entreprise, et aussi le jour où nous annoncions officiellement que Novatech avait enfin atteint une valorisation d'1 milliard d'euros. C'était l'aboutissement de nos efforts, de notre sang, de notre sueur, de nos larmes et de notre jeunesse. Je portais une robe de soie vert d'eau. Mes cheveux étaient relevés en un chignon élégant, et mon maquillage, discret mais profond, soulignait mes traits. Un sentiment de plénitude indescriptible emplissait mon cœur. Je me souviens du jour où j'avais décidé de renoncer à une carrière prometteuse à Londres pour revenir en France. Mes amis avaient tous dit que c'était une folie, mais je n'avais fait qu'en rire. Car ici, il y avait Étienne, l'homme que j'aimais depuis nos années d'université et avec qui je croyais passer le reste de ma vie. Ensemble, nous avions écrit les premières lignes de code, passé des nuits blanches à finaliser des projets et partagé nos maigres économies en nous soutenant mutuellement. Novatech n'était pas un simple actif. C'était notre enfant spirituel, la preuve de notre amour et de nos sacrifices. Dans son costume impeccable, Étienne était magnifique. Il monta sur l'estrade. Sa voix, chaude et assurée, se propagea dans toute la salle. Il parla de notre parcours, des nombreuses difficultés et des défis surmontés. Il remercia nos partenaires et nos employés pour leur soutien. Je le regardais d'en bas, en silence, une immense fierté gonflant ma poitrine. S'il était le cerveau technique, j'étais celle qui gérait les relations extérieures et élaborait les stratégies de développement. Nous étions comme deux pièces d'un puzzle qui se complétaient parfaitement pour construire la forteresse solide qu'était Novatech. C'est alors que la voix d'Étienne se teinta d'une émotion étrange. Regardant au loin, il dit « Et aujourd'hui, je souhaite adresser mes remerciements les plus spéciaux à une personne en particulier. Ma compagne de vie, qui a toujours été une source d'inspiration infinie pour moi, la force motrice qui m'a permis de surmonter toutes les tempêtes. Cette personne à mes côtés en silence m'a donné la force de transformer les idées les plus folles en réalité. » La salle retint son souffle. Un sourire heureux se dessina sur mes lèvres malgré moi. Je pensais qu'il parlait de moi. N'avais-je pas toujours été cette personne au fil des ans? Je me préparais à monter sur scène pour partager ce moment de gloire avec lui. Mais Étienne ne me regardait pas. Son regard était fixé sur un autre coin de la scène. « Chloé, veuillez venir par ici ?» dit-il d'une voix tendre que je n'avais jamais entendue. De l'arrière-scène, une jeune femme s'avança. C'était Chloé Garnier, une nouvelle employée de l'équipe marketing, arrivée il y a à peine 1 an. Elle portait une ample robe de maternité blanche, qui ne parvenait cependant pas à dissimuler son ventre bien arrondi. Une timidité colorait ses joues, mais une fierté indéniable brillait dans ses yeux. Alors qu'elle s'approchait d'Étienne, mon mari lui tendit la main avec une aisance déconcertante pour l'aider à monter. Un geste tendre et intime. Il lui offrit un bouquet de roses rouges, mes fleurs préférées. Le temps sembla s'arrêter. La musique douce qui flottait dans l'air devint soudain stridente, et un murmure commença à monter de la foule. D'abord de légers chuchotements, puis un bourdonnement incontrôlable, comme une ruche qu'on aurait dérangée. Des centaines de regards se tournèrent vers moi. Des regards curieux, des regards attristés, et surtout des regards de pitié. Ces regards me faisaient plus mal que 1000 insultes. Mes joues brûlaient, ma gorge était sèche, et le sourire sur mes lèvres se figea. Me voilà au centre de toutes les attentions, non pas comme l'héroïne de ma propre fête glorieuse, mais comme le spectacle le plus pathétique. Étienne n'eut pas besoin de dire un mot de plus. Son geste, le ventre de Chloé, tout était déjà une déclaration flagrante. Il venait d'annoncer devant tout le monde leur relation, sa trahison et mon humiliation publique. Au moment même où mon enfant spirituel prenait son envol, la famille que j'avais bâtie de tout mon cœur se brisait en 1000 morceaux sous mes yeux. Le premier sentiment qui m'envahit ne fut pas la douleur. Ce fut un vide glacial qui semblait geler tout mon corps. Tous les sons environnants s'estompèrent et seule l'image d'Étienne et de Chloé, debout côte à côte sous les projecteurs, restait nette. Ils formaient un si beau couple, l'homme d'affaires accompli et la jeune femme belle et enceinte de son enfant. Et moi, sa femme, qui avait partagé avec lui les années les plus difficiles, j'étais devenu en un instant un obstacle,
une relique encombrante. Le murmure de la foule s'intensifia. « Pauvre Madame Dubois, c'est terrible. Je n'aurais jamais cru que ça se passerait comme ça. » Ces bribes de phrases me poignardaient l'orgueil comme des lames acérées. À la table d'honneur, la mère d'Étienne, Madame Dubois mère, me fixait avec un mélange de satisfaction et de mépris. Elle ne m'avait jamais apprécié. Elle se plaignait toujours que j'étais trop forte, que je menais son fils par le bout du nez. À cet instant, elle devait être comblée. Je pris une profonde inspiration et redressai le dos. Je ne pouvais pas m'effondrer, pas ici, pas maintenant. J'étais Hélène Dubois, la fille de la présidente Isabelle Laurent, une femme qui n'avait jamais appris à baisser la tête devant l'adversité. Je serrai fermement la pochette dans ma main. La douleur physique de mes ongles s'enfonçant dans ma paume m'aida à reprendre mes esprits. Je fixai droit devant moi la scène où se tenait Étienne, qui tentait d'éviter mon regard. Et je fis quelque chose que personne n'attendait. Je me dirigeai lentement vers la scène. Mes pas étaient fermes, sans la moindre hésitation. Un silence étrange se fit dans la salle de bal alors que le pan de ma robe de soie vert d'eau frôlait le sol. Tout le monde retenait son souffle, observant ce que j'allais faire. Étienne et Chloé étaient visiblement décontenancés. Ma belle-mère fronça les sourcils, un air méfiant sur le visage. Je montai sur l'estrade et me plaçai juste à côté d'Étienne. Puis, je pris délicatement le micro des mains du maître de cérémonie. Je me tournai vers les invités et affichai un sourire calme. Un sourire que je n'aurais jamais imaginé pouvoir arborer dans un tel moment. « Bonsoir, chers invités. » Ma voix résonna, claire et posée. « Je suis Hélène Dubois, l'épouse du PDG Étienne Dubois, mais aussi la cofondatrice et l'actionnaire majoritaire de Novatech. » Je marquai une pause, balayant lentement la salle du regard. Je vis distinctement la surprise dans leurs yeux. Je tiens à remercier sincèrement tous nos partenaires et nos invités de marque qui sont parmi nous ce soir pour célébrer notre succès. Le succès de Novatech est le fruit de la confiance et du soutien de chacun d'entre vous. Je me tournai vers Étienne, dont le visage était blême et figé. Je remercie également mon mari pour son discours très émouvant. Il a toujours été un homme talentueux et passionné. Puis, mon regard se porta vers les investisseurs, en particulier ceux du groupe Avenir, dirigé par ma mère, la présidente Isabelle Laurent. Ma voix se fit plus ferme. Cependant, compte tenu des événements qui viennent de se produire, j'estime, en tant qu'actionnaire majoritaire et responsable de la stratégie de développement de l'entreprise, qu'il est temps de reconsidérer sérieusement l'éthique de notre direction. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Je poursuivis, en détachant chaque mot. Par conséquent, je demanderai officiellement à ma mère, la présidente Isabelle Laurent du groupe Avenir, de suspendre provisoirement tous les plans d'investissement supplémentaires dans Novatech. Nous avons besoin de temps pour une réévaluation complète. Car si une entreprise veut une croissance durable, le fondement moral doit être la valeur considérée en toute première priorité. Après avoir parlé, je posai doucement le micro. Je saluai une nouvelle fois les invités d'une inclination de la tête, puis je descendis de la scène avec une démarche digne. Je sentis sur moi le regard stupéfait d'Étienne, le visage de ma belle-mère livide de colère, et l'expression ahurie de Chloé, qui ne comprenait rien. Leur fête glorieuse venait d'être réduite en cendres. Je n'ai ni crié, ni fait de scandale. J'ai simplement utilisé ma position pour leur rendre l'humiliation qu'ils m'avaient infligée. C'était la riposte d'une femme qui ne permettait à personne de bafouer sa dignité. Je quittai l'hôtel sans un regard en arrière. Je ne voulais pas voir le chaos que je laissais derrière moi. Je voulais juste m'échapper au plus vite de cet espace suffocant, de ces regards curieux et de ces chuchotements. Je conduisis moi-même. Mes mains crispées sur le volant étaient blanches. Les larmes que j'avais retenues toute la soirée se mirent enfin à couler sur mes joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'étaient des larmes d'injustice et de blessure. Je ne me rendis pas à la maison que j'avais partagée avec Étienne. Cet endroit était devenu étranger. Je conduisis directement chez ma mère. Le seul endroit au monde où je serais toujours accueilli, peu importe mes échecs ou mes blessures. La demeure de ma mère était nichée dans un jardin tranquille, à l'écart du bruit de la ville. En voyant ma voiture, le majordome s'empressa de m'ouvrir le portail. Ma mère, la présidente Isabelle Laurent, semblait m'attendre. Elle se tenait sur le perron. Sa silhouette était menue, mais elle dégageait une aura de force et de dignité.
Ma mère ne posa aucune question, elle me prit simplement dans ses bras. « Tu es revenue, ma fille. C'est tout ce qui compte, » dit-elle d'une voix chaude en me tapotant doucement le dos. Cette simple étreinte, ces quelques mots de ma mère, firent s'effondrer toutes mes défenses. Je pleurais comme une enfant, laissant éclater toute la douleur et le chagrin que j'avais refoulé. Ma mère me laissa pleurer tout mon Saoul, continuant de me caresser doucement la tête. Elle savait que j'avais besoin de ce moment. Quand je me fus enfin calmé, elle m'emmena dans le salon et me tendit une tasse de tisane au gingembre bien chaude. « Tu as bien fait, » dit ma mère, son regard mêlant compassion et fierté. « J'ai tout appris. La façon dont tu as géré la situation sur scène était admirable. Tu ne les as pas laissés t'humilier. Mais maman, ça fait si mal, sanglotai-je. Je ne comprends pas pourquoi il m'a fait ça. 10 ans de vie commune, 5 ans à construire cette entreprise ensemble, tout ça valait moins qu'une femme rencontrée il y a à peine 1 an. Ma mère soupira et me prit la main. Quand le cœur d'un homme change, il devient cruel, ma chérie. Ce n'est pas de ta faute. Tu as tout fait ce que tu pouvais en tant qu'épouse. Tu as juste placé ta confiance au mauvais endroit. Mais ne t'inquiète pas, maman est là. Même si le ciel nous tombait sur la tête, nous nous en sortirons ensemble, toi et moi. La fermeté de ma mère fut comme un baume qui apaisa peu à peu mon cœur tourmenté. Nous restâmes assises l'une à côté de l'autre sans plus rien dire. Mais je sentais un lien profond nous unir. Ma mère n'était pas seulement une mère. Elle était mon amie, mon mentor, et le pilier le plus solide de ma vie. C'est alors que la sonnette retentit. Mon fidèle assistant, Julien, entra. C'était l'homme en qui j'avais le plus confiance, il travaillait avec moi depuis les débuts de l'entreprise. Le visage de Julien était empreint d'inquiétude. « Madame la Présidente, vous ne répondiez pas au téléphone. Alors je suis venu jusqu'ici, » dit Julien d'une voix pressée. « Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai quelque chose d'important à vous rapporter immédiatement. »« Qu'y a-t-il » demandai-je, envahi d'un mauvais pressentiment. Julien ouvrit sa mallette et en sortit une liasse de documents. « Madame la Présidente, j'ai remarqué des anomalies dans les flux de trésorerie de l'entreprise récemment. Ça, il y a eu plusieurs versements de sommes considérables à une société nommée Conseil Stratégique Durance. Après enquête, il s'avère que cette société a été créée il y a quelques mois à peine, et que son dirigeant n'est autre que le cousin germain de la mère de M. Dubois. Ma mère et moi nous regardâmes, horrifiés. Julien poursuivit d'une voix soucieuse. « J'ai bien peur qu'il ne soit en train de créer des contrats fictifs pour détourner les fonds de Novatech. Les montants ne sont pas négligeables, Madame la Présidente. Et j'ai aussi découvert que M. Dubois a rencontré son avocat personnel à plusieurs reprises le mois dernier. » Chaque mot de Julien était comme un coup de marteau sur ma tête. Cette trahison était bien plus cruelle que je ne l'avais imaginé. Étienne n'avait pas seulement eu une liaison. Lui et sa mère avaient comploté pour s'emparer de toute l'entreprise et me jeter dehors les mains vides. La fête de ce soir n'était pas un simple spectacle pour révéler sa maîtresse. C'était le coup d'envoi d'un plan méticuleusement préparé. Après que Julien eut fini de parler, un profond silence s'installa dans le salon, seulement troublé par le tic-tac régulier de la pendule. Ma mère parut choquée un instant, mais retrouva vite le calme d'une femme d'affaires chevronnée. Elle prit la liasse de documents des mains de Julien, chaussa ses lunettes et commença à examiner chaque page méticuleusement. « Étienne et sa mère », dit froidement ma mère en serrant les dents. « Ils ont vraiment dépassé les bornes. J'étais assise là, comme si je tombais dans un abîme sans fond. La blessure de la trahison émotionnelle n'avait pas encore cicatrisé qu'une autre douleur s'y ajoutait. Celle d'avoir été trompé dans l'entreprise à laquelle j'avais consacré toute ma passion. Je pensais qu'Étienne avait simplement changé de cœur, qu'il avait été momentanément aveuglé par la nouveauté. Mais non, c'était un complot parfaitement calculé. Il voulait tout me prendre. Pas seulement mon mari et mon foyer, mais aussi mes efforts, mon intelligence et mon honneur. Julien continua son rapport sur ses investigations secrètes. La société Conseil Stratégique Durand était une société écran sans aucune activité commerciale réelle. Les contrats de conseil que Novatech avait signés avec elle étaient tous fabriqués et les clauses étaient toutes plus vagues les unes que les autres. Au cours des 3 derniers mois, les sommes transférées s'élevaient déjà à plusieurs millions d'euros. « Ce n'est pas tout, Madame la Présidente. » Julien hésita, puis sortit une autre feuille de sa mallette.
C'est une ébauche de convention de divorce que j'ai aperçue par hasard sur un ordinateur lorsque je suis allé chercher des documents au cabinet de l'avocat de M. Dubois. Je l'ai prise en photo. Je pris la feuille d'une main tremblante. C'était une convention de divorce unilatérale. Dedans, Étienne me rejetait toute la faute. Il y était écrit que je m'étais consacré uniquement à l'entreprise, que j'avais délaissé mon foyer et manqué à mes devoirs d'épouse. Mais la partie la plus cruelle concernait le partage des biens. Toutes les actions de Novatech devaient lui revenir au motif qu'il était le principal fondateur et qu'il avait apporté la technologie clé. Et moi, je devais assumer toutes les dettes de l'entreprise, y compris les dettes fictives créées via leur société écran. Si je signais ce document, non seulement je me retrouverais sans le sou, mais je serais également accablé de dettes colossales. Je laissais échapper un rire vide et amer. Ainsi, des années de mariage se résumaient à cette feuille de papier, pleine de trahison et de méchanceté. Aux yeux d'Étienne et de sa mère, je n'avais été qu'un outil, un tremplin pour atteindre le sommet de la gloire. Et une fois leur objectif atteint, ils étaient prêts à me jeter dehors sans la moindre hésitation. Ils essaient même d'effacer toute trace de votre contribution au socle technologique, ajouta Julien, la voix pleine de rage. Ils ont engagé une autre équipe pour réécrire certains modules importants afin de prouver que l'idée venait uniquement de M. Dubois depuis le début. En entendant cela, je ne pus même plus pleurer. La douleur se transforma en une flamme de colère qui brûlait silencieusement dans ma poitrine. Ce socle technologique, c'était l'œuvre de ma vie. L'idée d'un système de gestion d'entreprise intelligent et flexible venait de moi. Elle était née de mon expérience professionnelle à Londres. Étienne n'avait fait que la mettre en œuvre techniquement, et maintenant, il tentait de s'en arroger tout le mérite. Ma mère abattit violemment la liasse de documents sur le bureau. « Assez, dit-elle d'un ton résolu. Nous n'allons pas rester là à nous laisser faire. Hélène, tu dois te lever et te battre. Non pas pour retenir un homme qui n'en vaut plus la peine, mais pour défendre ton honneur et ce qui t'appartient. Maman sera à tes côtés. » Le regard déterminé de ma mère m'insuffla une force immense. Oui, je ne pouvais pas m'effondrer. Je devais me battre pour moi-même, pour les années de ma jeunesse que j'avais sacrifiées, et pour que ces traîtres paient pour leurs actes. Ce combat ne serait pas facile. Mais je savais que je n'étais pas seul. J'avais ma mère, j'avais Julien, et j'avais la vérité de mon côté. Le lendemain matin, nous n'avons pas perdu une seule minute. Ma mère appela une vieille amie de la famille, Maître Anne Renaud. Elle n'était pas une avocate médiatique et flamboyante, mais dans le milieu juridique, elle était respectée de tous pour son intégrité et sa vaste expérience dans les litiges économiques complexes. Son cabinet, loin du faste des grands cabinets d'avocats, était situé dans une petite rue tranquille. Maître Renaud, au début de la soixantaine, avait les cheveux blancs relevés en un chignon soigné. Et son regard, derrière ses lunettes, était toujours aussi vif. Elle nous accueillit avec une tisane parfumée. Pendant que je lui racontais toute l'affaire, du mélodrame de la fête aux preuves recueillies par Julien, elle se contenta d'écouter en silence, hochant la tête de temps en temps. Lorsque j'eus fini mon récit, elle prit enfin la parole d'une voix basse mais puissante. « Hélène, je suis navré de ce que vous avez dû traverser. Mais dans votre malheur, il y a une chance. Leur comportement précipité et flagrant lors de la fête a été une erreur fatale. Grâce à cela, nous avons gagné du temps pour nous préparer. » Elle prit la photo de la convention de divorce apportée par Julien et lut attentivement chaque clause. « Quelle convention cupide et stupide !» évalua-t-elle. « Ils vous ont sous-estimé, vous et votre mère. Ils pensaient qu'en vous mettant sous pression psychologique avec l'histoire de la maîtresse et de la grossesse, vous vous effondreriez et signeriez n'importe quel papier. Mais ils se sont trompés. Maître Renaud, je vous confie entièrement cette affaire. Je ne peux pas rester les bras croisés à regarder ma fille se faire traiter de la sorte, dit ma mère. Maître Renaud hocha la tête. Madame la présidente, ne vous inquiétez pas. Cette affaire n'est pas une simple procédure de divorce. C'est un litige patrimonial avec des accusations de fraude et de détournement de fonds. Nous n'allons pas nous laisser entraîner dans une bataille émotionnelle sur l'adultère. Ce point servira uniquement à prouver la rupture irrémédiable et la malhonnêteté de M. Dubois. Notre objectif est ailleurs. Son regard perçant se posa sur moi. Hélène, à partir de maintenant, nous devons mettre en place une stratégie juridique claire. Premièrement,
Nous allons nous concentrer sur la preuve que votre contribution à la création et au développement de Novatech n'était pas seulement financière, mais surtout intellectuelle, la propriété de l'idée et du socle technologique. Elle continua son explication. Nous devons rassembler toutes les preuves, même les plus insignifiantes. Les emails échangés au début, les croquis, les carnets de notes et les témoignages d'anciens collègues qui ont vu votre travail depuis le début. Tout cela sera notre arsenal. Deuxièmement, dit-elle en levant 2 doigts, nous allons attaquer leur détournement de fonds de l'entreprise. Monsieur Julien a fait un excellent travail en trouvant cette société écran. Maintenant, nous devons creuser plus profondément, suivre les flux d'argent. Ce fait prouvera que M. Dubois et sa mère se sont livrés à des actes opaques et ont délibérément causé un préjudice aux autres actionnaires, y compris vous. L'analyse claire et stratégique de Maître Renaud éclaircit peu à peu mon esprit confus. Je ne me sentais plus désemparé ni seul. Je savais que j'avais trouvé la bonne personne à qui confier ma confiance. Entendu, maître, ma voix était plus ferme. Je ferai ce que vous dites. Je vais retrouver tous mes anciens documents. Très bien. Maître Renaud sourit doucement. N'oubliez pas que la loi est du côté de la justice. Ce combat peut être long et épuisant. Mais si nous persévérons et rassemblons suffisamment de preuves, la justice prévaudra. Transformez votre douleur en force, Hélène. La rencontre avec Maître Renaud m'avait insufflé une nouvelle énergie. Je n'étais plus l'héroïne tragique de mon histoire. J'allais devenir une guerrière, combattant pour récupérer ce qui m'appartenait de droit. La première étape était d'affronter le passé et de retourner dans ce qui fut autrefois mon foyer pour y trouver les pièces nécessaires à la guerre à venir. 2 jours après ma rencontre avec Maître Renaud, je décidai de retourner dans la maison que j'appelais « notre maison » avec Étienne. Mon cœur était lourd d'émotions complexes. Cet endroit contenait 10 ans de souvenirs d'amour et de vie conjugale. Chaque recoin, chaque meuble, je les avais choisis et disposés moi-même. Je pensais y vivre toute ma vie, vieillir avec Étienne dans notre petit jardin. Mais maintenant, chaque pas dans cette maison était comme marcher sur du verre brisé, douloureux et amer. J'avais délibérément choisi un moment en milieu de journée où Étienne serait au bureau. Je ne voulais pas le croiser. Je voulais juste prendre tranquillement les affaires dont j'avais besoin et repartir. Je me dirigeais directement vers le bureau que nous partagions, où étaient conservés les documents les plus importants. La pièce était toujours propre et bien rangée, mais l'air y était étrangement froid. La photo de notre mariage sur le bureau me parut soudain une cruelle moquerie. Je me mis à chercher. Je fouillai dans de vieilles piles de documents, j'ouvris des boîtes poussiéreuses au sommet des armoires, et finalement, je le trouvai. Un vieux carnet à la couverture de cuir marron, précieusement conservé dans une boîte en bois. C'était le carnet que j'utilisais quand j'étais à Londres, où j'avais noté toutes mes idées spontanées, les premières ébauches d'un logiciel de gestion d'entreprise innovant. Le papier avait jauni. Mon écriture s'était estompée par endroits. Mais les schémas de l'architecture du système, les notes sur les algorithmes clés, étaient encore clairs. C'était l'âme de Novatech, la preuve irréfutable de ma contribution. En tenant le carnet dans ma main, j'eus l'impression de retrouver une partie de la force que j'avais perdue. Je rangeais soigneusement le carnet et quelques clés USB contenant des documents pertinents dans mon sac. Au moment où je m'apprêtais à partir, la porte s'ouvrit brusquement. Étienne se tenait là, figé en me voyant. Il ne s'attendait probablement pas à ce que je revienne. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il d'une voix légèrement méfiante. « Je suis venu chercher mes affaires. » Je répondis d'un ton neutre, m'efforçant de ne montrer aucune émotion. Le regard d'Étienne se posa sur mon sac et une lueur d'inquiétude traversa ses yeux. Il entra dans la pièce et ferma la porte avec force. « Hélène, il faut qu'on parle. S'il te plaît, ne complique pas les choses. Ce qui s'est passé à la fête, c'était ma faute, mais tu n'aurais pas dû réagir comme ça. Tu sais à quel point tu as nui à l'entreprise ?» Je laissai échapper un rire froid. « Nui à l'entreprise ? Et vous, quand vous planifiez de détourner les fonds de l'entreprise avec votre mère, vous pensiez à l'entreprise ? Quand vous prépariez cette convention de divorce pour me jeter dehors sans le sou et criblé de dettes, vous pensiez à notre mariage, à mes efforts ? » Le visage d'Étienne changea de couleur. Il n'aurait jamais imaginé que je sois au courant de tout cela. « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qui t'a dit ça ? Peu importe qui me l'a dit. Ce qui compte, c'est que c'est la vérité. Étienne, arrête de jouer la comédie. Je suis fatigué.
Je le regardais droit dans les yeux, ces yeux que j'avais tant aimés. Il n'y avait plus maintenant que mensonge et calcul. Je t'ai aimé et je t'ai fait une confiance aveugle. J'ai tout abandonné pour revenir ici et construire cette entreprise avec toi. Et comment m'as-tu récompensé? Par la trahison et un complot cruel. Déconcerté, Étienne s'approcha de moi et tenta de me prendre la main. Hélène, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. L'histoire avec Chloé, c'était une erreur. Je t'aime encore. On peut tout recommencer. Retire ta demande au groupe d'investissement. Ne laissons pas nos efforts partir en fumée comme ça. Je repoussai sa main et reculai d'un pas. Ses paroles ne me provoquaient plus que du dégoût. Recommencer? Tu me prends pour une idiote, Étienne? Ton amour est-il si bon marché? Et l'enfant dans le ventre de cette femme? Qu'est-ce que tu comptes en faire? Ou pour toi, tout n'est qu'une erreur que tu peux facilement effacer quand les choses tournent mal? Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour écouter tes excuses ou te supplier, dis-je d'un ton résolu. Je suis venu reprendre ce qui m'appartient. Et sache-le, je ne signerai jamais aucune convention de divorce inéquitable. Je me battrai jusqu'au bout pour défendre mon honneur et mes efforts chez Novatech. Puisque c'est vous, toi et ta mère, qui avez commencé cette guerre, préparez-vous à en assumer les conséquences. Ayant dit cela, je ne lui laissai pas le temps de répondre. Je tournai les talons, ouvris la porte et sortis. J'entendis Étienne crier mon nom derrière moi, mais je ne m'arrêtai pas. Cette confrontation avait coupé le dernier fil d'attachement qui me restait. Il n'y avait plus d'amour, plus d'espoir. Il ne restait devant moi qu'un seul chemin, celui de la justice. En quittant cette maison, je me sentis beaucoup plus légère. La confrontation avec Étienne avait été douloureuse, mais nécessaire. Elle m'a permis de rompre complètement avec le passé et de me concentrer sur l'avenir. Je n'avais plus de temps à perdre dans le chagrin. Les preuves que j'avais trouvées étaient un bon début. Mais comme l'avait dit Maître Renaud, cette guerre serait encore longue et difficile. Les jours suivants, Julien et moi travaillâmes sans relâche. Nous avons systématiquement organisé les documents et recherché d'autres témoins susceptibles de prouver mon rôle dans les débuts de Novatech. Mais je réalisais bientôt que me concentrer uniquement sur la récupération de ce que j'avais perdu chez Novatech n'était qu'une bataille passive. Étienne et sa mère détenaient toujours le pouvoir de direction. Ils pouvaient saboter mes efforts à tout moment. J'avais besoin de quelque chose à moi, d'une base solide sur laquelle je pourrais me tenir fermement, indépendamment de l'issue du procès. L'idée de créer une nouvelle entreprise commença à germer dans mon esprit. Pas par vengeance, ni pour affronter directement Novatech, mais pour prouver ma propre valeur. Je voulais montrer à tout le monde que sans Étienne, sans Novatech, Hélène Dubois pouvait toujours créer un produit technologique excellent, voire meilleur. Le socle technologique que j'avais créé pour Novatech, j'étais confiante de pouvoir en reconstruire une version bien plus supérieure et moderne. Je soumis cette idée à ma mère. Après un moment de réflexion, elle m'apporta son soutien total. Oui, ma fille. C'est ainsi que raisonnent les gens qui ont de l'ambition. Au lieu de s'acharner à récupérer une vieille maison, on construit soi-même un nouveau château. Toi, concentre-toi sur le travail. Maman s'occupe du capital. Le soutien de ma mère fut ma plus grande force. Mais je savais que l'idée et le capital ne suffisaient pas. J'avais besoin de partenaires, de talents techniques. C'est alors que je pensais à Benoît. Benoît était un camarade d'université, à moi et à Étienne. Autrefois, nous formions un trio. Benoît était gentil, sérieux et très bon élève, mais contrairement à Étienne, qui était vif et sociable, il était plutôt de nature réservée. Je savais que Benoît m'appréciait, mais il ne l'avait jamais exprimé verbalement, se contentant de prendre soin de moi en silence. Après nos études, Étienne et moi avons commencé à sortir ensemble, et Benoît est parti étudier et travailler à l'étranger. J'avais appris quelques années plus tard qu'il était rentré et était devenu un investisseur de renom dans le secteur technologique, soutenant les startups. J'hésitais un instant, puis je décidai d'appeler Benoît. C'était un peu gênant de le contacter après si longtemps, mais sa voix chaude et familière à l'autre bout du fil dissipa toutes mes inquiétudes. « Hélène, ça fait si longtemps. Comment vas-tu? »« Je vais bien, Benoît. Je ne te dérange pas? » « Te déranger? »« Bien sûr que non. Ça me fait tellement plaisir que tu m'appelles. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. » La délicatesse de Benoît me toucha. Je pris mon courage à deux mains et lui expliquai brièvement ma situation et mon projet de créer une nouvelle entreprise. Je n'exagérai pas ma douleur ni ne me plaignis. Je lui présentai tout cela comme un plan d'affaires.
Benoît écouta mon histoire jusqu'au bout en silence. Je m'étais préparé à recevoir de la compassion, ou, au pire, de la pitié. Mais il dit quelque chose qui me surprit. J'attendais ce jour, Hélène. Le jour où tu sortirais de l'ombre de Novatech pour briller de ta propre lumière. Sa voix était pleine de sincérité. Ton talent est bien plus grand que ce que tu faisais là. Bah, je restais sans voix. Je suis sérieux, Hélène, poursuivit Benoît. J'ai toujours suivi le parcours de Novatech. Je savais que le socle technologique venait de ton idée. Étienne est un excellent programmeur, mais c'est toi qui as la vision stratégique. Ta décision de prendre ton indépendance sera la meilleure décision de ta vie. Dis-moi tout ce dont tu as besoin. Je te soutiendrai non seulement en tant qu'ami, mais aussi en tant qu'investisseur. Je crois en toi, Hélène. Les paroles de Benoît furent comme un filet d'eau fraîche sur mon âme desséchée. Pour la première fois depuis l'incident, un homme ne me voyait pas à travers le prisme de l'épouse trahie, mais reconnaissait mon talent et ma vraie valeur. La conversation avec Benoît renforça ma détermination. Je savais que j'avais trouvé mon premier allié dans le nouveau voyage difficile qui s'annonçait. Après mon appel avec Benoît, tout s'accéléra. Benoît n'était pas un homme de parole en l'air. Il organisa immédiatement une rencontre et me présenta une équipe de jeunes ingénieurs brillants, fraîchement diplômés des meilleures grandes écoles. C'étaient des jeunes gens pleins d'enthousiasme, d'intelligence et désireux de participer à un projet ambitieux. Leurs yeux s'illuminèrent lorsque je leur présentais mon idée d'une plateforme de gestion d'entreprise de nouvelle génération, plus intelligente et flexible, intégrant les dernières technologies comme l'intelligence artificielle. Ils furent séduits par ma vision, ainsi que par l'assurance et la confiance d'une femme qui avait traversé les épreuves. Après quelques réunions, nous étions sur la même longueur d'onde. Neogentech, pour Nouvelle génération de technologie, fut créée, portant tous mes espoirs et ma détermination. Nous avons loué un petit bureau, modeste mais bien équipé et baigné de lumière. Les jeunes et moi travaillions ensemble jour et nuit. L'atmosphère chez Neogentech était complètement différente de celle de Novatech ces dernières années. Ici, pas de luttes intestines ni de calculs, seulement la passion de la technologie et l'esprit d'équipe. J'avais l'impression d'être revenu au début de l'entrepreneuriat, mais cette fois, j'étais beaucoup plus autonome et forte. Alors que les choses se déroulaient bien, une visiteuse inattendue se présenta. C'était Chloé. Elle me donna rendez-vous dans un café tranquille. Elle semblait beaucoup plus fatiguée que lors de son apparition spectaculaire à la fête. Son ventre s'était arrondi et sa démarche était lourde. L'assurance et l'air de défi d'autrefois avaient disparu, laissant place à un visage éploré, les yeux pleins de larmes. « Hélène, » commença-t-elle d'une voix tremblante, « je sais que je n'ai aucun droit de vous parler en ce moment. Je sais que j'ai eu tort. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie. Ne pourriez-vous pas laisser Étienne tranquille ?» Je remuais tranquillement mon café, attendant de voir quel genre de comédie elle allait jouer. Chloé se mit à sangloter. « Étienne souffre tellement en ce moment. Depuis que vous avez annoncé le retrait des investissements, l'entreprise est en crise, et les partenaires nous regardent avec méfiance. Sa mère lui met la pression tous les jours. Il a perdu plusieurs kilos. Je sais que vous êtes en colère, Hélène, mais vous avez quand même passé 10 ans ensemble. Le pousser au bord du gouffre comme ça, elle caressa son ventre et ajouta « Et il y a mon enfant. Cet enfant n'a rien fait de mal. Je veux juste qu'il naisse dans une famille unie, avec son père. S'il vous plaît, je vous en supplie. Retirez votre plainte et n'envenimez plus les choses. C'est gars, je vous donnerai la compensation que vous voulez. Je le dirai à Étienne. S'il vous plaît, laissez tomber. » En entendant cela, je ne pus m'empêcher de rire. Pour qui me prenait-elle? Une femme dont on peut acheter le silence avec de l'argent? Elle et Étienne m'avaient humilié devant le monde entier et comploté pour tout me prendre. Et maintenant, elle venait me sermonner sur la justice et un enfant innocent. Je posai ma tasse de café et regardai Chloé droit dans les yeux. « Vous avez fini ?» Ma voix était si calme que j'en fus moi-même surprise. Chloé parut décontenancée par ma réaction. « Premièrement, dis-je en détachant chaque mot, le problème entre Étienne et moi n'est plus une question de sentiments dans un triangle amoureux. C'est une affaire commerciale et juridique. Lui et sa mère ont tenté de commettre une fraude et de détourner des biens. C'est un crime. Et un crime doit être puni. Cela n'a rien à voir avec vous ou cet enfant. Deuxièmement, n'utilisez pas l'enfant comme un bouclier. Si vous pensiez vraiment à l'enfant,
Vous ne vous seriez pas immiscé dans la famille de quelqu'un d'autre et vous n'auriez pas cautionné des actes répréhensibles. L'enfant est innocent, mais les adultes doivent assumer la responsabilité de leurs actes. Et enfin, dis-je en me levant, allez dire à Étienne que je n'ai pas besoin de son argent. Ce dont j'ai besoin, c'est de la justice. Je ne lâcherai jamais. Si votre enfant a vraiment besoin d'un père, conseillez-lui d'affronter la vérité et d'assumer ses responsabilités devant la loi. Ce sera le meilleur chemin pour l'enfant. Je ne me suis pas retourné sans attendre la réponse de Chloé. Je savais que derrière moi, son visage pitoyable devait être déformé par la rage. Mais peu m'importait. Sur le chemin que j'empruntais désormais, il n'y avait plus de place pour la faiblesse ou la pitié inutile. La vraie guerre ne faisait que commencer. Quelques semaines après ma rencontre avec Chloé, comme l'avait prédit Maître Renaud, Étienne contre-attaqua. Mais il n'utilisa ni le dialogue ni la négociation, mais une méthode bien plus vile et mesquine. Un matin, je reçus une assignation du tribunal. Étienne, en sa qualité de PDG de Novatech, m'attaquait en justice. L'objet: violation de la clause de secret professionnel et vol de propriété intellectuelle. L'assignation de plusieurs pages affirmait d'un ton péremptoire qu'après avoir quitté l'entreprise, j'avais utilisé les secrets technologiques clés de Novatech pour fonder Neogentech, causant ainsi un préjudice grave à l'entreprise. Ils exigeaient l'arrêt immédiat des activités de Neogentech et des dommages et intérêts astronomiques. C'était clairement un retournement de situation, une tentative de salir ma réputation et d'étouffer ma nouvelle entreprise dans l'œuf. En apprenant la nouvelle, les jeunes ingénieurs de Neogentech ne purent s'empêcher de s'inquiéter. Ils s'inquiétaient pour l'avenir de l'entreprise et craignaient d'être entraînés dans un procès long et coûteux. Je comprenais leurs inquiétudes. Mais au lieu de montrer mon propre trouble, je convoquai une réunion de tout le personnel. « Ne vous inquiétez pas », dis-je à tous d'une voix ferme. Ce n'est qu'une manœuvre méprisable de leur part. Le socle technologique que nous développons chez Neogentech est entièrement nouveau, basé sur des idées et une architecture bien plus avancée que ce que nous faisions chez Novatech. La vérité et la justice sont de notre côté. Ce que nous devons faire maintenant, c'est nous concentrer sur notre travail et développer le meilleur produit possible. Je me charge de tous les problèmes juridiques. Mon calme les rassura. Ensuite, je me rendis immédiatement au cabinet de Maître Renaud avec l'assignation. Contrairement à mes craintes, elle parcourut l'assignation en souriant. « Ils se sont tirés une balle dans le pied, dit-elle. C'est exactement l'occasion que nous attendions. Alors que nous devions les poursuivre, voilà qu'ils nous créent eux-mêmes une arène juridique où nous pourrons dévoiler toutes nos preuves. Cet Étienne est vraiment d'une bêtise sans nom, gâté comme il l'a été par sa mère. » Sous la direction de Maître Renaud, nous avons rapidement préparé notre défense. Non seulement nous avons réfuté les allégations infondées d'Étienne, mais nous avons également soumis des preuves irréfutables de mes droits d'auteur. Le vieux carnet que j'avais retrouvé devint la pièce à conviction la plus importante. Chaque page, chaque schéma d'architecture fut copié, certifié conforme et soumis au tribunal. La comparaison avec la date de création de Novatech était éloquente. Nous avions également retrouvé des emails datant de plus de 5 ans, de l'époque où Étienne et moi échangions nos premières idées. Ils montraient clairement que c'était moi qui proposais et concevais les grandes orientations. De plus, Maître Renaud avait réussi à contacter 2 ingénieurs qui avaient quitté Novatech. Ils avaient travaillé là, bas depuis le début, m'avaient vu passer des nuits blanches avec eux pour corriger des bugs et m'avaient entendu personnellement leur expliquer la vision du produit. Ils hésitèrent un peu au début, mais ma sincérité et les garanties juridiques de Maître Renaud les convainquirent de témoigner. La première audience de conciliation se déroula dans une atmosphère de tension palpable. Étienne et son avocat, très sûrs d'eux, présentèrent des documents prouvant le caractère unique de la technologie de Novatech. Mais lorsque Maître Renaud commença à dérouler nos preuves une par une, le visage d'Étienne se décomposa. Il fut stupéfait en voyant la copie de mon carnet et blêmi lorsque Maître Renaud cita les anciens emails. Lorsque les 2 anciens collègues firent leur apparition, la confiance d'Étienne s'effondra complètement. Il ne parvint pas à répondre correctement aux questions du juge et bafouilla. Loin de me faire tomber, le procès d'Étienne porta un coup fatal à sa réputation et à la crédibilité de Novatech. Les rumeurs d'un procès mesquin et d'un traitement impitoyable envers une cofondatrice commencèrent à se répandre dans le milieu de la tech. Sur le marché des actions non cotées,
le cours de Novatech commença à chuter. Dans cette guerre silencieuse, j'avais remporté le premier round de manière écrasante. La défaite dans ce procès infondé ne fit qu'attiser la colère d'Étienne et de sa mère. Ils réalisèrent qu'ils ne pourraient pas me vaincre par des moyens légaux. Ils se tournèrent donc vers des méthodes plus sombres et plus odieuses. Leur cible était désormais le maillon essentiel de notre collecte de preuves. Les témoins qui connaissaient bien les malversations de Novatech. Grâce à sa persévérance et à son réseau, Julien trouva une personne clé. Monsieur Chevalier, l'ancien chef comptable de Novatech. Monsieur Chevalier avait travaillé 3 ans dans l'entreprise avant de démissionner brusquement environ 6 mois plus tôt, juste après le début des transactions suspectes avec la société Écran. Julien était convaincu que Monsieur Chevalier avait démissionné pour ne pas avoir à tremper dans des affaires malhonnêtes et qu'il détenait de nombreuses preuves importantes. Convaincre Monsieur Chevalier ne fut pas facile. C'était un homme d'âge mûr et doux qui voulait vivre une vie tranquille avec sa femme et ses 2 jeunes enfants. Lorsque Julien se rendit chez lui, il refusa d'abord catégoriquement, affirmant ne rien savoir. Il avait peur des représailles et s'inquiétait pour sa famille. « Monsieur Moreau, je vous en prie, comprenez ma situation, » dit Monsieur Chevalier d'une voix anxieuse. « Madame Dubois-Mère, ce n'est pas n'importe qui. J'ai une femme et des enfants. Je ne veux pas être mêlé à cette histoire. » Sachant que nous ne pouvions pas le forcer, j'ai dit à Julien de procéder lentement, de nouer une relation de confiance en prenant parfois de ses nouvelles comme un ami. Peu à peu, grâce à la sincérité de Julien, et être à un cas de conscience, M. Chevalier commença à distiller quelques informations. Il confirma que tous les contrats avec la société Écran avaient été truqués sur ordre de Madame Dubois-Mère pour détourner de l'argent. Il était également au courant de nombreuses autres fraudes fiscales et de gonflements de dépenses au sein de l'entreprise. Mais au moment même où nous pensions avoir convaincu M. Chevalier de coopérer, Madame Dubois-Mère passa à l'action. Elle n'utilisa pas de menaces directes, mais des méthodes plus subtiles. L'épouse de M. Chevalier, enseignante dans une école privée, se vit soudainement chercher des noises par sa direction et fut harcelée pour toutes sortes de raisons absurdes. Son fils aîné, lycéen, fut un jour encerclé par des voyous sur le chemin de l'école et provoqué. Heureusement, des passants intervinrent à temps et rien de grave ne se produisit. Ces incidents n'eurent pas de conséquences graves, mais ils étaient un avertissement de poids. Monsieur Chevalier fut pris d'une peur panique. Il appela Julien d'une voix tremblante. « Monsieur Moreau, je vous en supplie, laissez ma famille tranquille. Je ne peux plus aider Madame la Présidente. S'il le décide, qui sait ce qui pourrait arriver à ma famille ?» En apprenant la nouvelle par Julien, mon cœur se serra. La colère contre ces êtres vils était décuplée par le sentiment de culpabilité envers la famille de M. Chevalier. Je ne pouvais pas mettre en danger une famille innocente à cause de mon combat. « Arrêtons là, Julien, » dis-je à Julien. « Ne le tourmentons pas davantage. La sécurité de sa famille est la priorité. Nous trouverons un autre moyen. » C'est avec regret que nous dûmes abandonner provisoirement cette piste. En perdant un témoin crucial, notre enquête semblait dans une impasse, et les difficultés s'accumulaient. Je réalisais que ce combat était bien plus ardu que je ne le pensais. Mes ennemis n'avaient pas seulement l'argent et le pouvoir, ils étaient aussi prêts à utiliser les moyens les plus cruels pour atteindre leurs objectifs. Voyant mon découragement après l'affaire Chevalier, ma mère m'appela un soir dans son bureau. Elle prépara une infusion de chrysanthème, et son parfum subtil apaisa mon esprit. « À quoi penses-tu » me demanda doucement ma mère en posant une tasse devant moi. « Je suis si fatigué, maman. Ils sont si cruels. Je ne veux pas que des innocents souffrent à cause de moi. » Ma mère soupira et regarda par la fenêtre le jardin plongé dans l'obscurité. « Ma chérie, que ce soit en affaires ou dans la vie, il n'y a pas de guerre sans perte. Mais nous devons connaître nos limites. Ta décision de ne plus importuner M. Chevalier était la bonne. Mais cela ne signifie pas que nous abandonnons. Pour vaincre l'ennemi, il faut d'abord savoir exactement qui il est. » Ma mère me regarda avec une lueur profonde dans les yeux. « Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. L'histoire du passé de ta belle-mère, la mère d'Étienne. » Je fus surprise. Ma mère ne m'avait presque jamais parlé de ma belle famille. Elle avait seulement dit que c'était une famille ordinaire, sans rien de particulier. « En fait, » commença ma mère, « je connais la mère d'Étienne, Madame Dubois, depuis très longtemps. Depuis l'époque où nous étions toutes les 2 jeunes et que nous débutions en affaires. Déjà à l'époque, elle était belle et intelligente.
Mais son intelligence s'accompagnait d'ambition et d'une cruauté sans scrupule. Ma mère me raconta qu'autrefois, Madame Dubois s'était associée avec une très bonne amie. Elles avaient monté ensemble un petit atelier de confection. Mais lorsque l'atelier commença à prospérer, elle manigança pour séduire le mari de son amie tout en fabriquant de fausses preuves pour l'accuser de détournement de fonds. Finalement, elle s'empara de toute l'entreprise et son ami, ayant tout perdu, se retrouva à la rue. Le père d'Étienne, poursuivit ma mère, n'était qu'un simple technicien consciencieux. Si Madame Dubois l'a épousé, c'est parce qu'il avait un certain talent qui pouvait être utile pour gérer l'usine. Il a vécu toute sa vie dans l'ombre de sa femme, sans jamais oser élever la voix, et il est parti aussi discrètement qu'il a vécu. Étienne a grandi dans cet environnement. Surprotégé par sa mère, on ne lui a inculqué que l'idée de l'argent et du pouvoir. Cet enfant est le portrait craché de sa mère. Il a un peu de talent, mais sa nature est faible, cupide et facilement manipulable. En écoutant l'histoire de ma mère, je commençais à tout comprendre. Je comprenais pourquoi ma belle-mère pouvait agir de manière si cruelle et calculatrice. La cupidité et la trahison étaient profondément ancrées en elle. Et Étienne, l'homme que j'avais autrefois aimé, n'était en réalité qu'un produit moulé par sa mère. « Et Chloé » demandai-je. Ma mère but une gorgée de tisane. Cette fille, à mon avis, n'est qu'un pion entre les mains de Madame Dubois. Elle savait qu'Étienne était un coureur de jupons et l'a délibérément placé sur son chemin. Jeune, obéissante, et en plus capable de lui donner un petit-fils pour perpétuer la lignée, quel outil plus parfait pouvait-il y avoir? Elle s'est servie de Chloé pour lier Étienne et a utilisé la grossesse comme une arme pour t'humilier. Et une fois son objectif atteint, qui sait ce qu'il adviendra du sort de cette fille? L'analyse de ma mère me fit l'effet d'un électrochoc. Je m'étais trop concentré sur Étienne et Chloé, oubliant que le véritable cerveau de toute cette affaire était ma belle-mère. C'était elle, la tête pensante de tout le complot. En réalisant cela, je sus que je devais changer de stratégie. Ma cible n'était pas seulement Étienne, mais cette femme rusée. Ce combat était en réalité un affrontement entre elle et moi. Quelques jours après notre décision de laisser M. Chevalier tranquille pour un temps, un événement inattendu se produisit. Un après-midi, un livreur déposa un petit colis à la maison de ma mère. Pas de nom d'expéditeur, seulement une adresse. À l'intérieur, pas de cadeau, mais une simple clé USB noire, sans marque ni inscription. Ma mère et moi, nous regardâmes d'un air suspicieux. Je branchai prudemment la clé USB sur mon ordinateur portable. Plusieurs fichiers audio, nommés par date, apparurent à l'écran. J'hésitai un instant, puis je cliquai sur le fichier le plus récent. Une voix familière retentit. C'était la voix de la mère d'Étienne. « Fais ce que je te dis. Signe le contrat. Vire l'argent, et je m'occupe du reste. Hélène ne se doute de rien, et Étienne, il ne mouftera pas. » Ensuite, la voix d'un homme, qui semblait être un avocat, se fit entendre. « Madame, n'est-ce pas trop risqué de procéder ainsi? Si cela se découvre, vous pourriez être accusé de fraude, de détournement de fonds et d'évasion fiscale. Tout risque a un prix. » La voix de Madame Dubois était pleine d'assurance. « Une fois Hélène hors jeu, tout Novatech nous appartiendra, à mon fils et à moi. Crois-tu que cet argent sera un problème à ce moment-là? Ne t'inquiète pas, je ne serai pas ingrate. » Ma mère et moi écoutions, retenant notre souffle. Les 5 fichiers audio contenaient des conversations entre Madame Dubois, son avocat, des représentants de la société Écran et Étienne. Leur contenu révélait tout leur complot. De la création de la société fictive au détournement de fonds via de faux contrats, en passant par leur plan pour s'emparer de l'entreprise et me faire porter le chapeau des dettes. C'était la preuve la plus puissante, plus précieuse que des dizaines de témoignages. « C'est Monsieur Chevalier, » dis-je à voix basse. « Ça doit être lui. » Il ne pouvait pas se manifester directement, mais sa conscience ne lui permettait pas de rester silencieux. Ma mère hocha la tête, un regard de gratitude dans les yeux. « C'est un homme bon. Nous lui devons une fière chandelle. » Nous avons immédiatement copié les fichiers à plusieurs endroits et envoyé une copie à Maître Renaud. Elle nous a dit qu'avec ces preuves, notre victoire était presque assurée. Mais la joie fut de courte durée. Le soir même, alors que ma mère et moi travaillions tard au bureau de Neogentech, l'alarme de la maison de ma mère se déclencha soudainement, se connectant directement à son téléphone. Ma mère alluma rapidement les caméras de sécurité.
Dans l'image floue de la nuit, on voyait deux ombres noires s'introduire dans la maison par une fenêtre du jardin. Ils fouillaient le bureau de ma mère, là où nous avions ouvert la clé USB l'après-midi même. Nous avons immédiatement appelé la police. Lorsque nous sommes arrivés à la maison avec la police, les deux intrus avaient déjà disparu. Le bureau était en désordre, des papiers éparpillés partout. Mais heureusement, aucun objet de valeur n'avait été volé. Leur but n'était clairement pas l'argent, dit ma mère à voix basse. Ils sont venus chercher la clé USB. Madame Dubois a dû se douter de Monsieur Chevalier. Elle panique et essaie de faire disparaître toutes les preuves. Heureusement que tu as été prudente et que tu as fait des sauvegardes et emporté l'original. La tentative de cambriolage ratée révélait encore plus clairement la panique et le désespoir du duo mère-fils. Tels des bêtes acculées, ils étaient prêts à commettre les actes les plus insensés. Je compris que le temps du silence était révolu et qu'ils allaient maintenant utiliser des moyens plus dangereux. Je serrai les poings, me jurant d'être encore plus prudente et plus forte. Le combat entrait dans sa phase la plus critique. La tentative de cambriolage avait échoué, mais elle avait sonné l'alarme. Le duo mère-fils ne reculerait devant rien pour faire disparaître les preuves. Cette prise de conscience m'inquiéta d'autant plus pour Julien. Il était en charge des enquêtes directes, détenait beaucoup d'informations et était dans la position la plus vulnérable. J'ai appelé Julien pour lui recommander la plus grande prudence. « Madame la Présidente, ne vous inquiétez pas, » dit Julien avec une expression déterminée. « Je sais ce que je fais. Ils ne me font pas peur. Ce qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est que même si ces enregistrements sont précieux, ils ne suffisent pas à les accuser d'évasion fiscale. Nous avons besoin de documents et de registres comptables concrets. » Julien m'informa alors qu'il était resté en contact avec quelques amis qui travaillaient encore au service comptable de Novatech. Il avait habilement obtenu un accès à distance au serveur interne de l'entreprise, profitant des heures nocturnes où la surveillance du système était moins stricte. Pendant plusieurs nuits, Julien dormit à peine, copiant et analysant discrètement des gigaoctets de données. Et sa persévérance paya. Julien découvrit un second système de comptabilité, astucieusement dissimulé dans une partition cachée du serveur. Ce système enregistrait tous les revenus et dépenses réels de Novatech, qui étaient complètement différents des chiffres magnifiques qu'il rapportait au fisc. Il révélait une évasion fiscale systématique s'élevant à des dizaines de millions d'euros sur les 2 dernières années. C'était la preuve décisive, le coup fatal, qui pourrait traduire le duo mère-fils en justice. Mais au moment même où Julien trouvait la preuve la plus importante, les ennemis flairèrent le danger. Un soir, alors que Julien rentrait du travail, 2 motos sans plaque d'immatriculation forcèrent soudainement sa voiture à s'arrêter sur le bord de la route. 4 hommes à la mine, patibulaires, descendirent et sans un mot, tirèrent Julien de sa voiture et le rouèrent de coups. Ils ne volèrent rien, se contentant de briser son ordinateur portable avant de laisser un avertissement. Ce n'est qu'un avertissement. Si tu continues à fourrer ton nez dans ce qui ne te regarde pas, sache que ta famille ne sera pas en sécurité. Julien fut transporté à l'hôpital par un passant, avec plusieurs côtes fêlées et des contusions sur tout le corps. Lorsque ma mère et moi nous sommes précipités pour le voir dans cet état pitoyable, mon cœur se serra comme s'il était lacéré par un couteau. La femme de Julien pleurait à chaudes larmes à ses côtés. « Madame la Présidente, » sanglota-t-elle, « s'il vous plaît. »« Païdimon, ne pourriez-vous pas tout arrêter maintenant? Ces gens sont trop cruels. Nous ne sommes que des salariés, comment pourrions-nous les vaincre? Je veux juste que mon mari soit en sécurité. » Je lui pris la main, mais ma gorge était si nouée que je ne pus prononcer un mot. Je ressentis une culpabilité écrasante. La loyauté de Julien lui avait coûté, ainsi qu'à sa famille, un prix bien trop élevé. « Je suis désolé, » réussis-je à peine à articuler. Malgré sa douleur intense, Julien tenta de se redresser. « Ne dites pas ça, Madame la Présidente. C'est moi qui ai choisi de le faire. Je ne regrette rien. » Il se tourna vers sa femme et dit d'une voix rauque. « Chérie, je suis désolé de t'avoir inquiété, toi et les enfants. Mais je ne peux pas rester les bras croisés à regarder le mal triompher juste parce que j'ai peur. Je ne fais pas ça seulement pour Madame la Présidente, mais pour la justice. » Puis, il me regarda, les yeux toujours ardents. « Madame la Présidente, ils n'ont rien pu prendre. Les données les plus importantes sont stockées ailleurs. N'abandonnez pas. Nous avons presque gagné. »
Le lendemain, je pris des dispositions pour que Julien puisse se réfugier temporairement avec sa femme et ses enfants chez ses beaux-parents dans une province lointaine. En voyant sa petite famille se disperser, ma fureur contre les agissements du duo mère-fils s'intensifia. Le sacrifice de Julien ne devait pas être vain. Je me jurai que ces êtres ignobles paieraient très cher pour ce qu'ils avaient fait. La loyauté de Julien était inestimable, et je ne trahirais jamais sa confiance. Environ un mois après l'incident de Julien, alors que sa santé s'améliorait progressivement et que les preuves les plus cruciales étaient entre les mains de Maître Renaud, je décidai qu'il était temps de lancer une offensive publique. J'avais besoin de créer une pression suffisamment forte de la part de l'opinion publique et du monde des affaires pour que le duo mère-fils ne puisse plus rien faire. L'occasion se présenta lorsque je fus invité à participer à un grand forum économique réunissant des centaines d'entrepreneurs et de grands investisseurs du pays. J'étais certaine qu'Étienne y assisterait également. Après les premiers remous, Novatec s'efforçait de redorer son image en parrainant divers événements et en renforçant sa communication. À ce forum, Étienne était invité comme l'un des principaux orateurs sur le thème de l'innovation à l'ère numérique. C'était l'occasion parfaite de faire tomber son masque d'hypocrite. Je me suis présenté au forum sous une toute nouvelle apparence. Non plus la femme blessée par la trahison, mais l'entrepreneur confiante de Neogentech. Je portais un tailleur pantalon blanc élégant et mes cheveux étaient coupés courts dans un style affirmé. Mon apparition attira immédiatement l'attention de tous. Ils chuchotaient, curieux de la relation tendue entre Étienne et moi. Étienne fut brièvement surpris de me voir, mais retrouva rapidement une fausse assurance. Il tenta même de s'approcher de moi pour un salut mondain, tendant la main. « Ça fait longtemps, Hélène. Je ne savais pas que ce genre de forum t'intéressait. Le monde des affaires est petit, monsieur le PDG. » Je répondis avec un sourire tout aussi mondain, mais sans lui serrer la main. « Je vous souhaite une excellente présentation. » La présentation d'Étienne se déroula assez bien. Il parla avec aisance des réalisations de Novatec et de ses projets futurs ambitieux, essayant de brosser un tableau idyllique de l'entreprise. Il reçut pas mal d'applaudissements, mais le vrai spectacle n'avait pas encore commencé. Pendant la séance de questions-réponses, après quelques questions banales de la part des journalistes, je levai calmement la main pour demander la parole. Tous les regards de la salle se tournèrent instantanément vers moi. L'animateur hésita un instant, puis me donna la parole. Je m'avançai au milieu de l'allée, pris le micro et regardai droit vers la scène où se tenait Étienne, arborant un sourire forcé. « Bonjour, monsieur le PDG Dubois, commençai-je d'une voix claire et distincte. Je suis Hélène Dubois, PDG de Neogentech. Tout d'abord, félicitations pour votre présentation impressionnante. J'ai une question concernant la transparence dans la gestion d'entreprise, un sujet qui, je pense, intéressera beaucoup tous les investisseurs présents ici. Je marquai une pause pour que l'attention de tous soit à son comble. Selon le récent rapport financier publié par Novatec, le taux de croissance des bénéfices de l'entreprise est très bon. Cependant, les dépenses en conseil et en activités marketing ont considérablement augmenté, représentant une part inhabituellement élevée du chiffre d'affaires total. D'après mon expérience, c'est quelque peu étrange. Pourriez-vous expliquer plus clairement cette structure de coûts et l'efficacité réelle de ces investissements aux investisseurs et partenaires présents ici? Ma question n'était pas une accusation directe, mais elle visait précisément le talon d'Achille de Novatec. Elle jetait un doute sérieux sur l'authenticité des chiffres qu'ils avaient publiés. La salle retint son souffle. Tout le monde comprenait le sous-entendu de ma question. Sur scène, Étienne blêmit. Il n'était absolument pas préparé à cette situation. Il bafouilla, tenta de donner quelques réponses générales sur la stratégie d'investissement à long terme et la construction de la marque, mais ne parvint pas à fournir une explication convaincante. Son embarras était la réponse la plus évidente. Je n'eus pas besoin d'en dire plus. Je le remerciai et retournai tranquillement à ma place. Mais l'impact de ma question fut énorme. Des murmures éclatèrent de toutes parts dans la salle. Les investisseurs se regardaient avec des yeux pleins de méfiance. Les journalistes se mirent à griffonner frénétiquement. D'une seule question, j'avais complètement ruiné l'image que Étienne et sa mère avaient mis tant d'efforts à construire. La crédibilité de Novatec venait de subir une fissure irréparable aux yeux de tout le monde des affaires. La révélation au forum économique porta un coup dur à Novatec.
Les investisseurs commencèrent à poser des questions. La presse publia sans cesse des articles spéculatifs, et le cours de l'action de l'entreprise chuta. Dans cette tourmente, la mère d'Étienne, Madame Dubois, comprit qu'elle ne pouvait plus rester les bras croisés à attendre la fin. Elle comprit qu'un affrontement direct était désavantageux maintenant que toutes les preuves et l'opinion publique étaient de mon côté. Elle décida de jouer sa dernière carte, une attaque psychologique vicieuse visant la personne qu'elle considérait comme mon point faible, ma mère, la présidente Isabelle Laurent. Madame Dubois appela directement ma mère et, d'une voix étonnamment affable, proposa une rencontre en tête-à-tête dans un salon de thé traditionnel pour parler entre adultes. Ma mère, après avoir consulté Maître Renaud et moi, accepta la proposition. Ma mère savait que c'était un piège, mais elle savait aussi que c'était l'occasion de laisser cette vieille renarde rusée se trahir elle-même. Le salon de thé était niché au fond d'une ruelle, un espace paisible où seul le murmure de l'eau et le parfum subtil de l'encens flottaient. Ma mère arriva vêtue d'une robe traditionnelle en velours violet foncé, dégageant une aura de profondeur et de sérénité. Madame Dubois était déjà assise et attendait. Son maquillage était soigné, mais ne parvenait pas à dissimuler sa fatigue et sa colère. « Madame la Présidente, vous voilà », commença Madame Dubois avec un sourire forcé. « Je ne sais plus depuis combien de temps nous ne nous sommes pas assises ainsi, toutes les deux. » Ma mère sourit doucement à son tour et s'assit en face d'elle. « Bonjour, Madame Dubois. Y a-t-il quelque chose d'important aujourd'hui pour que vous me convoquiez personnellement ?» Madame Dubois servit le thé et commença à tourner autour du pot. « C'est à propos des enfants. Les jeunes, dans leur fougue, font parfois des choses qu'ils ne devraient pas. Je trouve qu'Hélène en fait un peu trop ces derniers temps. Après tout, ils ont été mari et femme. Comment peut-on pousser quelqu'un au bord du gouffre comme ça? À cause de l'incident du forum, Novatech a subi un coup très dur. Ma mère se contenta d'écouter en silence, levant sa tasse de thé, gardant une attitude imperturbable. L'absence de réaction de ma mère commença à impatienter Madame Dubois. Elle posa sa tasse avec force et sa voix se fit plus tranchante. « Madame la Présidente, soyons franches. Retenez un peu votre fille. L'argent, quelle que soit la somme qu'elle désire, nous sommes prêts à la dédommager amplement. Si on continue à envenimer les choses comme ça, ce ne sera bon pour personne. Quand le filet se déchire, les poissons meurent. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? »« Non, je ne comprends pas, » répondit ma mère, toujours d'une voix calme. « Ma fille ne fait que chercher à obtenir justice. Qu'y a-t-il de mal à cela ?» Madame Dubois ricana, son regard aussi acéré qu'une lame. « La justice? Où y a-t-il une justice absolue dans ce monde? Madame la Présidente, vous et moi, nous sommes toutes les deux des femmes d'affaires. Vous ne l'ignorez pas, n'est-ce pas? Tout le monde a un coin sombre à cacher, des choses qu'on ne veut pas que les autres sachent. Votre groupe Avenir est-il sûr d'être 100% irréprochable? » Elle commençait à montrer son vrai visage. Je me souviens encore du projet immobilier en Corse il y a 10 ans. À l'époque, vous aviez été bien prompte. Grâce à quelques informations internes, vous avez mis la main sur un terrain en or. Si ces affaires éclataient dans la presse maintenant, que penseraient vos investisseurs? C'était une menace claire. Elle utilisait les affaires passées, un réseau complexe, pour faire pression sur ma mère et la forcer à reculer. Elle pensait que ma mère, comme elle, sacrifierait sa fille pour ses propres intérêts. Mais Madame Dubois avait mal calculé. En entendant toutes ces menaces, ma mère ne fut absolument pas ébranlée. Elle sortit simplement lentement son téléphone de son sac à main, appuya sur le bouton d'arrêt de l'enregistrement et le posa sur la table. L'écran était toujours allumé, et l'enregistrement en cours était clairement visible. « Je vous remercie, Madame Dubois. » La voix de ma mère était calme, mais pleine de poids. Toute notre conversation, et en particulier la menace que vous venez de proférer, a été enregistrée. Singoda. Je pense que ce fichier audio, ajouté aux autres preuves, aidera les autorités à comprendre l'affaire de manière plus globale. Le visage de Madame Dubois passa par toutes les couleurs. Elle bafouilla. « Vous, osez. »« Qu'est-ce que je n'oserais pas ?» la coupa ma mère. « Les affaires que vous venez de mentionner, je les ai toutes traitées légalement. Je n'ai rien à cacher. Si vous voulez fouiller, allez-y. Mais votre acte d'aujourd'hui, menacer et intimider autrui, a été très clairement enregistré. Je pense que la personne qui devrait s'inquiéter maintenant, c'est vous. » Ayant dit cela,
Ma mère se leva et rajusta sa robe. Le thé était délicieux aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je vais vous laisser. Ma mère partit gracieusement, laissant dans le salon de thé une madame Dubois figée et désemparée. Elle tremblait de tous ses membres, une expression d'anéantissement sur le visage. Sa dernière attaque psychologique avait non seulement échoué, mais s'était retournée contre elle, devenant une preuve vivante. La vieille renarde était tombée dans son propre piège. Madame Dubois rentra chez elle dans un état de panique extrême. La rencontre avec ma mère avait complètement anéanti sa dernière once de confiance et de sang-froid. Elle brisa un service à thé sur la table, hurlant comme une folle à en faire trembler la maison. Étienne, effrayé par la réaction de sa mère, accourut et demanda « Mère, qu'est-ce qui se passe ?»« C'est fini. »« Tout est fini !» hurla Madame Dubois, les cheveux en désordre. « Cette femme a tout enregistré. Elle m'a tendu un piège. Nous sommes finis, mon fils. » Elle raconta toute l'histoire à Étienne. En entendant le récit, Étienne se figea sur place, le visage blême. Il connaissait bien sa situation. Les enregistrements de M. Chevalier, la double comptabilité trouvée par Julien, et maintenant l'enregistrement de sa mère menaçant la présidente Laurent. Toutes ces preuves réunies suffisaient à les envoyer tous les deux en prison. Qu'allons-nous faire, mère ? Et si j'allais voir Hélène la supplier, lui demander pardon, dit Étienne d'une voix tremblante. Sa faiblesse naturelle refaisait surface. La supplier ? Lui lança sa mère. Tu crois que ça servirait à quelque chose maintenant ? Tu penses qu'Hélène et sa mère vont nous laisser nous en tirer si facilement ? Imbécile. Il ne nous reste plus qu'une seule issue. Laquelle ? Fuir, dit Madame Dubois en serrant les dents. Nous devons partir d'ici avant que la police n'arrive. Vendre toutes nos parts, retirer tout notre argent et partir à l'étranger. Avec de l'argent, on peut vivre n'importe où. Dans le désespoir, un plan de fuite fut élaboré à la hâte. Madame Dubois contacta quelques courtiers via son ancien réseau d'affaires et décida de vendre en urgence toutes ses parts de Novatech à un prix bien inférieur au marché. La transaction devait se faire rapidement et en espèces. Simultanément, Étienne fut chargé de retirer de l'argent des comptes de l'entreprise et de ses comptes personnels pour le transférer progressivement vers des comptes à l'étranger par des canaux officieux. Ils agissaient dans le secret, terrorisés. Étienne passa ses journées enfermé dans sa chambre, le visage hagard, ne faisant que passer des appels à voix basse. Chloé, dont le ventre était bien arrondi, sentit le changement chez Étienne et lui demanda ce qui se passait, mais ne reçut que de l'agacement et des esquives. Son intuition de femme lui dit que quelque chose de grave se préparait. Elle regarda discrètement le téléphone d'Étienne et fut horrifiée de voir un SMS de réservation pour un billet d'avion aller simple pour l'Europe. Les billets étaient au nom d'Étienne et de sa mère, seulement 2. Chloé s'effondra. Elle comprit qu'elle et son enfant à naître n'étaient que des pions devenus inutiles. Pendant ce temps, de notre côté, tous les mouvements du duo mère-fils étaient sous notre contrôle. Julien, depuis sa province, continuait de surveiller de près les transactions de Novatech grâce à ses amis de confiance. Ayant détecté la vente anormale d'une grande quantité d'actions de la société et le retrait de sommes considérables des comptes, Julien m'en informa immédiatement. « Madame la Présidente, je crois qu'ils essaient de s'enfuir. » La voix de Julien à l'autre bout du fil était pressante. En apprenant la nouvelle, je n'hésitai pas une seconde. J'appelai immédiatement Maître Renaud. « Maître, je crois que le moment est venu. »« Entendu, » répondit fermement Maître Renaud. « Hélène, restez calme. Je vais immédiatement me rendre auprès des autorités avec tous les documents et preuves que nous avons. La justice a peut être des mailles larges, mais elle finit toujours par rattraper les coupables. Ils ne pourront aller nulle part. » La nuit tomba sur la ville. Dans leur somptueuse demeure, le duo mère-fils fourrait à la hâte des liasses de billets et des documents dans leurs valises pour prendre un vol à l'aube. Ils ignoraient totalement qu'un filet invisible de la loi s'était refermé sur leur maison, attendant le bon moment pour se resserrer. Cette nuit-là, la ville était baignée d'une pluie fine et persistante. Le son régulier des gouttes de pluie frappant les vitres ressemblait à une musique triste annonçant la fin. La demeure d'Étienne était vivement éclairée malgré l'heure tardive. L'air à l'intérieur était tendu comme une corde d'arc. Madame Dubois, agitée, pressait Étienne. « Dépêche-toi, mon fils. La voiture pour l'aéroport arrive bientôt. Es-tu prêt ?»« Oui, mère, » répondit Étienne d'une voix lasse.
Il venait de terminer un appel avec un courtier, confirmant que la dernière transaction de vente d'actions était finalisée et que l'argent liquide serait livré dans un lieu secret. Tout semblait se dérouler selon leur plan désespéré. Ils ignoraient totalement que Maître Renaud avait passé l'après-midi entier avec les autorités. Elle avait expliqué toute l'affaire de manière claire et logique. Des preuves de mes droits de propriété intellectuelle au faux contrat, en passant par la double comptabilité, les enregistrements téléphoniques et l'enregistrement de Madame Dubois menaçant ma mère. L'ensemble des preuves, volumineux et irréfutables, stupéfia les enquêteurs. Compte tenu de la gravité de l'affaire et du risque de fuite des suspects, un mandat de comparution et une ordonnance de gel des avoirs furent délivrés en urgence. Au moment où Étienne et sa mère, traînant leurs valises pleines d'argent et de documents, s'apprêtaient à sortir pour monter dans la voiture qui les attendait, 2 voitures de police s'arrêtèrent silencieusement, bloquant la sortie. Les portières s'ouvrirent et des enquêteurs en uniforme en descendirent. À leur tête se tenait un homme à l'air sévère. « Nous sommes de la brigade financière », dit le chef d'équipe en présentant un mandat de comparution au duo mère-fils. « Monsieur Étienne Dubois et Madame Béatrice Dubois, nous avons quelques points à vérifier concernant les activités de gestion de Novatech. Veuillez nous suivre au poste. » Madame Dubois se figea sur place. La valise qu'elle tenait lui échappa des mains et des liasses de billets s'en déversèrent, se dispersant sur le sol détrempé par la pluie. Son visage devint blanc comme un linge. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Son plan parfait s'était effondré aux portes du paradis. Étienne tremblait de tous ses membres. Ses jambes flageolantes, il dut s'appuyer contre un mur pour ne pas tomber. Il doit y avoir une erreur, bafouilla enfin Madame Dubois. Nous sommes d'honnêtes gens d'affaires. Nous n'avons rien fait de mal. Le chef d'équipe ne dit plus un mot et fit un signe à ses subordonnés. Le duo mère-fils fut emmené dans la voiture, dans un mélange de confusion et d'impuissance. Simultanément, une autre équipe entra dans la maison pour exécuter un mandat de perquisition et de saisie. La demeure entière, ainsi que tous les biens au nom d'Étienne et de Madame Dubois, y compris les comptes bancaires et les actions, furent gelés. Le filet de la loi s'était refermé sans la moindre faille. Debout à la fenêtre du 2e étage, Chloé assista à toute la scène. Elle serrait son ventre et pleurait sans fin. Dans le plan de fuite d'Étienne et de sa mère, il n'y avait aucune place pour elle et son enfant. Elle avait été jetée comme un objet devenu inutile. Maintenant, en voyant l'homme qu'elle avait autrefois aimé et la femme qu'elle avait craint être emmenée par la police, Chloé ne ressentit qu'un vide et un désespoir infini. Lorsque j'ai appris la nouvelle par Maître Renaud, j'étais assise dans le salon avec ma mère. Je ne ressentis ni joie ni triomphe. Seul un calme étrange envahissait mon cœur. Un chapitre tumultueux de ma vie venait de se refermer. Toutes les rancunes et les haines semblaient avoir été lavées par la pluie de cette nuit. Les mois suivants furent consacrés aux procédures judiciaires. L'affaire Novatech, de par son ampleur et sa complexité, fit grand bruit dans le monde des affaires. Grâce aux preuves irréfutables que nous avions fournies, les enquêteurs démêlèrent rapidement les chevaux du complot. Le procès se déroula publiquement et suscita une attention particulière des médias. Je n'y assistais pas. Je ne voulais pas revoir les visages qui m'avaient tant blessé. Je me contentais des appels de Maître Renaud et des articles de presse. Au tribunal, face aux preuves accablantes, Étienne s'effondra complètement. Il avoua tous ses crimes. Avoir aidé sa mère à détourner les fonds de l'entreprise, avoir créé de fausses dettes et avoir planifié de s'emparer des biens après le divorce. Il plaida la clémence, rejetant toute la faute sur les ordres et la pression de sa mère. L'image du PDG confiant et arrogant avait disparu, ne laissant place qu'à un prisonnier faible et pitoyable. En revanche, Madame Dubois resta inflexible jusqu'au bout. Elle nia les accusations, affirmant être victime d'un complot, que les enregistrements étaient truqués et les registres falsifiés. Elle continua de jouer le rôle de la victime innocente jusqu'à ce que le procureur diffuse l'enregistrement de sa conversation menaçante avec ma mère. C'est seulement en entendant sa propre voix, arrogante et menaçante, résonner au milieu de la solennité du tribunal qu'elle s'effondra complètement, baissant la tête en silence. Le verdict final fut rendu pour fraude, détournement de fonds et évasion fiscale. Instigatrice principale, Madame Dubois fut condamnée à 20 ans de prison. Étienne, en tant que complice, et compte tenu de ses aveux et de son repentir, fut condamné à 15 ans de prison.
Les autres personnes impliquées reçurent également les peines qu'elles méritaient. Novatek, l'enfant spirituel que j'avais autrefois chéri de tout mon cœur, désormais entaché de dettes et de corruption, fut finalement déclaré en faillite. La justice avait été rendue, mais mon cœur n'était pas rempli de la joie du vainqueur. Il ne restait qu'une tristesse mélancolique pour un premier amour magnifique qui s'était terminé en tragédie, et pour les années de jeunesse écoulées dans l'illusion. Une semaine après la fin du procès, je décidai de faire quelque chose que je gardais au fond de mon cœur depuis longtemps. Je pris la route pour le petit village de campagne tranquille où la famille de Julien séjournait temporairement. Je voulais remercier sincèrement mon fidèle assistant qui avait tant sacrifié pour moi. La petite maison de Julien était nichée au milieu de rizières verdoyantes. L'air y était pur et paisible, contrastant avec l'atmosphère suffocante de la ville. Julien, sa femme et leurs enfants vinrent m'accueillir chaleureusement à l'entrée du village. Leur sourire était simple et chaleureux. Les blessures de Julien étaient complètement guéries, et il semblait beaucoup plus en forme et heureux. J'avais préparé quelques cadeaux et une enveloppe de remerciements. Mais le couple Julien refusa catégoriquement. « Madame la Présidente, ne faites pas ça, » dit Julien. « Ce que j'ai fait, c'est parce que je crois en la justice et que je crois en vous. » Cosy. Le fait que vous ayez gagné, c'est le plus beau cadeau pour moi. Maintenant, laissez-moi revenir travailler chez Neogentech. Le travail me manque tellement. Nous avons partagé un repas de campagne simple mais chaleureux. En entendant les rires du couple Julien et les babillages des enfants, je ressentis une profonde sérénité. Je compris qu'après toutes les tempêtes, ce qui comptait vraiment n'était ni l'argent ni le succès, mais les liens humains, la loyauté et la bonté. Ce voyage lava les derniers sédiments de mon cœur et me prépara à accueillir un nouveau chapitre de ma vie. 1 an a passé. Depuis cette nuit de tempête où Étienne et sa mère ont disparu dans le son des sirènes de police et où, assise à la fenêtre de la maison de ma mère, j'ai soupiré comme si je déposais une pierre qui pesait sur mon cœur. Le temps a guéri beaucoup de choses, mais n'a pas effacé les cicatrices. Et c'est de ces cicatrices que j'ai appris à renaître. Ma vie ne s'est pas arrêtée à la douleur, ni terminée par la trahison. J'ai choisi un autre chemin. De mes propres mains et de mon propre esprit, j'ai rebâti mon entreprise. Neogentech, la petite entreprise que nous avions lancée, Julien, de jeunes ingénieurs et moi, dans une pièce exiguë, est devenue un nom qui brille dans le secteur de la technologie. Au début, nous passions nos nuits à coder en mangeant des nouilles instantanées. Lorsque nous avons décroché notre premier contrat, nous nous sommes serrés dans les bras en criant de joie. Nous avons fait d'innombrables présentations devant des investisseurs pour lever des fonds et avons parfois été frustrés par des refus froids. Mais nous n'avons jamais abandonné. Le point culminant fut la cérémonie de remise des prix de l'entrepreneur de l'année. Sous les lumières éblouissantes, sur une grande scène, je me tenais droite dans mon tailleur pantalon blanc, recevant un trophée en cristal des mains d'un ministre. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Mais cette fois, c'était différent. Je n'étais plus l'ombre d'Étienne. Je n'étais pas là aux côtés d'un homme pour être appelé l'épouse du PDG. J'étais Hélène Dubois, une entrepreneure qui s'était construite seule, une femme qui s'était relevée de tout. La presse publia des articles à la chaîne, me qualifiant d'icône de la renaissance de l'industrie technologique française. Mais ce ne sont pas ces titres qui m'ont le plus touché. C'était le regard de Julien, assis dans le public, brillant de fierté. Et, un peu plus loin, le sourire chaleureux de Benoît, qui m'avait accompagné en silence. Un autre tournant eut lieu. Lorsque Novatek reçut l'ordre du tribunal de liquider ses actifs pour rembourser ses dettes. Dans la salle des ventes publiques, je me suis assise au premier rang. Mon ancien concurrent n'était plus qu'un nom en ruine. Lorsque les brevets sources du système de gestion que j'avais autrefois conçu furent mis aux enchères, je levai ma pancarte sans hésiter. La salle murmura. Finalement, à un prix raisonnable, je rachetai tout. Au moment où les titres de propriété furent placés dans ma main, je fermai doucement les yeux. La boucle était bouclée. Novatek, où j'avais été trahi et humilié, appartenait officiellement au passé. Et le produit de mon esprit, que j'avais créé, était retourné entre les mains de sa créatrice. Je ne ressentis ni triomphe, ni orgueil. Juste une profonde paix intérieure. Une vieille porte s'était fermée, et une nouvelle s'ouvrait avec éclat. Un après-midi d'été, en rendant visite à une amie à la maternité, je suis tombé par hasard sur Chloé.
Elle était assise dans le couloir, tenant un petit garçon potelé dans ses bras. Plus de vêtements de luxe. Chloé portait une chemise ample, une allure simple, le visage fatigué, mais son regard posé sur l'enfant était d'une douceur infinie. Chloé leva la tête et se figea en me voyant. Plus d'arrogance, plus de regard de défi. Il n'y avait là qu'une jeune mère, blessée et seule. « Hélène !» dit doucement Chloé d'une voix tremblante. Je regardais l'enfant dans ses bras. Il dormait paisiblement, remuant les lèvres comme s'il rêvait. À cet instant, toute ma haine disparut. Je compris que cet enfant n'y était pour rien. Il n'avait pas choisi ses parents, il ne savait rien des sombres complots du passé. « Comment allez-vous » demandai-je. Chloé baissa la tête, et de grosses larmes se mirent à tomber. « Je suis désolé, Hélène. Tout est trop tard. Je veux juste bien élever cet enfant. Pourrez-vous me pardonner ?» Je soupirai. Le pardon n'était pas pour elle, mais pour moi. Garder de la haine ne ferait qu'alourdir mon cœur. Le passé est le passé, Chloé. Prenez bien soin de l'enfant. Il a besoin d'une mère qui sait comment vivre droitement. Chloé serra son enfant dans ses bras et éclata en sanglots. Je lui fis un petit signe de tête en guise d'adieu et continuai mon chemin. Mon cœur était léger comme une plume. Un autre après-midi, Benoît et moi marchions sur une plage en Normandie. Le soleil rouge se couchait lentement à l'horizon et les vagues déferlaient doucement. J'enlevai mes chaussures et sentis la fraîcheur de l'eau sur mes pieds nus. Benoît marchait en silence à mes côtés, mais ce silence suffisait à m'apaiser. « Hélène, » dit Benoît d'une voix basse, « tu as vécu trop longtemps pour les autres. Maintenant, vise pour toi-même. Si un jour tu souhaites que quelqu'un soit à tes côtés, j'aimerais que ce soit moi. » Je me tournai vers Benoît. Ses yeux étaient doux et fermes. Je répondis par un sourire. Je n'étais pas encore prête à commencer une nouvelle histoire d'amour. Mais je savais que j'avais un ami, un compagnon de route, une épaule solide sur laquelle m'appuyer. Nous avons marché côte à côte sur la longue plage de sable, laissant derrière nous 2 paires d'empreintes. Devant moi s'étendait l'immensité de la mer et un ciel rougeoyant, l'aube d'un nouveau jour dans ma vie. Je pris une profonde inspiration. Une foi intense jaillit de ma poitrine. Même si l'on a tout perdu, tant qu'une femme conserve sa dignité, sa sagesse et son courage, elle peut toujours renaître et trouver le bonheur.